C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. C'est aujourd'hui que les restaurants, les bars, les cafés et autres lieux de détente et loisirs rouvrent leurs portes en Israël pour le grand public après plus de 2 mois et demi de fermeture. Et pourtant, le Yediot Aharonot persévère ce matin dans sa vaste campagne en faveur non pas de ceux qui vont rouvrir aujourd'hui, mais de ceux qui ont fermé leur magasin ou leur petite entreprise ces dernières semaines à cause de la crise sanitaire. Sagarnou, c'est la manchette en rouge du Yediot Aharonot, ce qui signifie « Nous avons fermé » avec ce titre, autour de ce titre douloureux, des photos, des visages de ceux qui n'ont pas tenu le choc et qui se retrouvent aujourd'hui sans rien, totalement démunis, sans emploi, sans entreprise, sans moyens. Et ce matin, 2 de ces visages dans le Yediot Aharonot sont francophones. Ce sont ceux de Ronnie et Eva Darmon qui ont fait leur alia il y a 4 ans avec leurs 4 enfants à cause de la résurgence de l'antisémitisme en France. Le rêve de Ronnie a toujours été d'ouvrir un restaurant français en Israël. Il y a 2 ans, ce rêve s'est concrétisé sur la marina d'Ashkelon, mais aujourd'hui, avec la crise du corona, le restaurant de Ronnie est fermé depuis 3 mois et son rêve s'est brisé face à la difficile réalité présente. Mais malheureusement, Ronnie et Eva ne sont pas seuls. Le Yediot Aharonot nous présente sur plusieurs pages Yafit Ochayon d'Afoula qui possède une petite entreprise de robes de mariée depuis 18 ans et qui a dû mettre la clé sous le paillasson. Le corona est tombé sur les mois de mariage les plus forts et m'a forcé à prendre cette terrible décision. J'en veux au pays qui n'a pas fait assez pour nous sauver, dit-elle. Ou encore Dayef Rada, qui est le directeur technique du Cinérama de Nazareth, la salle de spectacle principale de la ville. Tous les employés de cette salle ont été mis en congé sans solde et Dayef affirme que l'État d'Israël a oublié la contribution culturelle de salles comme celle-là et ne les aide pas comme il le devrait. Et ainsi de suite, on trouve dans les pages suivantes du Yediot le cas de Shira Cohen qui doit fermer sa boutique d'habits de soirée élégants, ou encore celui de Ramon Davidian qui vend des valises. Qui va me les acheter aujourd'hui et pour aller où, se demande-t-il. Bref, en cette journée de réouverture des restaurants, eh bien, on peut dire que le cœur n'y est plus pour beaucoup de restaurateurs et d'autres professions libérales, ou en tout cas d'autres indépendants et petites et moyennes entreprises. La crise a été trop longue et ils n'ont pas survécu économiquement. Roïk Bergman, lui, se focalise sur l'aide trop faible et mesquine, dirons-nous, du gouvernement en direction de ces indépendants ou de ces petites et moyennes entreprises, et il relève la phrase déplacée de Binyamin Netanyahou qui hier a souhaité aux restaurateurs de faire la vie, aux Israéliens de faire la vie, la Sotraïm, avec la réouverture de ces restaurants. Monsieur Netanyahou a dit qu'il voulait aider les entreprises en difficulté, mais l'aide est nettement insuffisante, écrit Roy Beckman ce matin dans le Yediot Aharonot. Le Haaretz, lui, se penche justement dans sa page d'ouverture sur l'allocation offerte par le gouvernement aux indépendants. Certes, écrit le quotidien de gauche, il y a beaucoup d'incohérences dans la procédure d'attribution de cette aide, mais il s'agit d'une aide tout de même relativement considérable. Le Israël Hayom, lui, parle en une du retour à la normale avec la réouverture des restaurants, des hôtels et des piscines, et il y rajoute une bonne nouvelle qui vient de l'Éducation nationale qui a annoncé que les cours et les jardins d'enfants et les cours de maternelle resteront ouverts cette année jusqu'au 6 août. Et enfin, le quotidien proche du pouvoir parle de la guerre contre le chômage et de la promesse d'un don supplémentaire ou d'une allocation supplémentaire de 7500 shekels aux employeurs qui reprendraient leurs employés très rapidement, c'est-à-dire à partir du 1er juin prochain. Et dans ces développements, une information qui, il y a quelques jours, aurait pu paraître incroyable, mais qui se concrétise. Les hôtels d'Elat rouvrent et dès la fin de la semaine, à l'occasion du long week-end de Shavuot, ils afficheront pour la plupart complets ou quasiment complets, alors qu'ils étaient fermés pendant plusieurs semaines. Plus loin, le Israël Hayom mentionne en évidence une autre répercussion économique et sociale de la crise actuelle. De plus en plus de jeunes officiers de Tzahal demandent à rester dans l'armée de métier, et ce de crainte de ne pas retrouver de travail dans le civil. Et enfin, une difficile répercussion psychologique de la crise. 10% des Israéliens développent apparemment ou devraient développer des symptômes d'angoisse et de tension en raison de leur situation économique et sociale de plus en plus précaire. Voilà pour ce constat qui malheureusement ne pousse pas, comme l'aurait souhaité M. Netanyahou, à faire la fête. Le Maariv, lui, constate en évidence qu'au cours des 3 derniers jours, le nombre d'Israéliens qui ont été contaminés a augmenté, alors que jusqu'à présent, il était tout le temps en baisse. Il est passé en effet
de 10 à 32. Certes, ce sont des données très faibles, mais il faut rester vigilant de crainte de cette fameuse seconde vague dont Benyamin Netanyahou a parlé lundi après-midi à la Knesset. Le second grand dossier à l'ordre du jour dans la presse israélienne de ce matin, c'est l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Le Israel Hayom consacre ce matin sa manchette à une révélation qui finalement n'est pas tout à fait surprenante, à l'heure où les Palestiniens et les Européens, et même certains des Américains, s'opposent ouvertement à cette démarche. Le Israel Hayom révèle que certains pays arabes modérés, qui n'ont pas encore officiellement de relations avec l'État d'Israël, se diraient favorable ou tolérerait l'instauration de cette souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. De hauts fonctionnaires en Égypte, en Jordanie et dans les Émirats arabes unis ont envoyé aux Israéliens des messages en ce sens, et ce, même si pour le protocole, ces pays sont hostiles à une telle démarche. Et Oded Granod, le spécialiste du monde arabe du Israel Hayom, d'expliquer qu'il s'agit là d'une communion d'intérêts entre Israël et ces pays arabes dits modérés, communion d'intérêts face à, bien entendu, la menace du nucléaire iranien. Dans ce contexte, Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du quotidien gratuit, écrit ce matin dans son éditorial que le Conseil des localités juives de Judée et de Samarie se trompe en s'opposant ouvertement au plan de paix de Donald Trump, parce que ce plan inclut à la fois l'instauration de la souveraineté israélienne, mais également la création d'un État palestinien. Selon Kahana, le plan Trump n'accordera un État aux Palestiniens que lorsqu'ils auront rempli une série de conditions qu'ils ne semblent pas pour l'instant être prêts à remplir. Restons dans le Israel Hayom avec un titre important. Israël serait en queue de peloton des pays de l'OCDE pour le nombre de députés par habitant. Plus exactement, Israël se situe au 14e rang sur 15 dans ce dossier. Il est important de rappeler que lors de la création de l'État d'Israël, il y a 72 ans, il y avait déjà 120 députés à la Knesset, à la première Knesset, alors que la population ne comptait alors guère plus de 700 000 habitants. Aujourd'hui, le pays en compte 15 fois plus, plus de 9 millions d'habitants, mais par contre, le nombre de députés n'a pas changé. Le Israel Hayom explique que dans ce contexte, alors que le gouvernement israélien actuel compte 36 ministres et 16 vice-ministres, il est important de faire voter la fameuse loi norvégienne qui va permettre de faire rentrer de nouveaux députés à la place des ministres qui devraient démissionner de leur poste au Parlement. Cela devrait doper l'activité parlementaire, affirme-t-on, et c'est justement ce qui devrait se produire ce matin ou dans la journée avec le vote en lecture préliminaire de cette fameuse loi norvégienne qui devrait faire rentrer plusieurs nouveaux députés. Les sites d'information comme le site Ynet, mais aussi celui du Haaretz, publient en évidence ce matin la déclaration de Yael Ruiz, qui est l'arrière-petite-fille du capitaine Alfred Dreyfus, qui a déclaré hier sur la chaîne i24 News, i24, qu'elle trouvait la comparaison faite dimanche entre le procès de son arrière-grand-père et celui de Benyamin Netanyahou comme particulièrement déplacé. Il faut comparer ce qui est comparable, a-t-elle expliqué. Et puisque nous parlons d'i24, sachez qu'un sondage réalisé pour la chaîne par l'Institut Direct Pulse a établi que 67% des francophones israéliens considèrent que la crise du coronavirus va favoriser l'aliyah des Juifs de France et que 90% de ces francophones se disent favorables à l'instauration d'une souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un témoignage émouvant. Le témoignage de celui qui fut le gardien attitré du tortionnaire nazi Adolf Eichmann et celui qui l'a conduit à la potence il y a 58 ans, presque jour pour jour, le 31 mai 1962. Il s'appelle Ovadia Zakuto, il a aujourd'hui 88 ans. Il déclare « Lorsque j'ai vu Eichmann pendu, j'ai ressenti que nous nous étions vengés face à l'un des plus grands tortionnaires de l'histoire du peuple juif. » Fin de citation, fin de cette revue de la presse.